Donc, la première partie de ce que je vous propose de prendre avec vous cet été, il y aura bien sûr une deuxième, et pourquoi pas une troisième et une quatrième partie, plutôt que de vous conseiller une cinquantaine d'ouvrages, ce qui alourdit les bagages, je vous les conseille 3 par 3. Et d'abord, je voudrais rendre hommage à quelqu'un dont je ne partage pas les idées, mais qui a dit quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est intéressant d'écouter les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. On peut toujours apprendre quelque chose. Et donc, la première chose que je voudrais partager, c'est qu'il y a une célèbre syndicaliste communiste qui s'appelle Arlette Laguillet, qui n'est pas souvent citée dans les cercles d'entrepreneurs, je l'imagine, et qui a dit: la lecture est une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. Je rajouterai à cela que, bien loin de ne voler personne, lire, c'est en fait enrichir à la fois celui qui a écrit, soi-même, par l'exercice lecteur, et tous les gens avec lesquels on va en parler. Donc en fait, c'est un exercice de lecture qui peut créer de la richesse tout autour de vous. Et donc, évidemment, c'est une activité à laquelle nous nous adonnons avec joie et à laquelle nous vous proposons de vous adonner. Alors, premier livre que je vous propose, c'est un livre qui va décrasser profondément vos neurones. C'est un peu la période de l'été. C'est le livre de Jean-Marc Borello qui s'appelle « Pour un capitalisme d'intérêt général ». Alors le capitalisme, je vous rappelle, c'est un système imparfait, comme tous les systèmes, mais très efficient, dans lequel l'entrepreneur a sa place. Il n'y a pas que l'entrepreneur comme agent économique dans le capitalisme, mais il a sa place et il peut s'inscrire dans cette direction, dans ce système. Ensuite, la question que pose Jean-Marc Borello, c'est celle du bien commun, c'est-à-dire de ce qui est en général exclu du champ de l'entrepreneuriat. En tout cas, pas dans totalement l'exclu du champ de l'entrepreneuriat, mais exclu du champ du capitalisme. Ce sont des choses qu'on laisse en général aux États ou aux organisations non gouvernementales. Et la thèse de Jean-Marc Borello, qui a créé une entreprise sociale de 15 000 collaborateurs, c'est qu'on ne devrait pas laisser aux États et aux organisations non gouvernementales le champ de l'intérêt général. En cela, il se construit en digne successeur d'un homme que j'aime beaucoup, Muhammad Yunus, cette personne du Bangladesh qui a été prix Nobel de la paix, mais qui est un économiste en réalité, qui a théorisé et mis en œuvre le premier, ce qu'on appelle le microcrédit, c'est-à-dire en fait d'utiliser des mécanismes de finance adaptés aux services des plus démunis, notamment donc dans les pays en voie de développement, mais pas uniquement, puisque on a du microcrédit dans les pays dits avancés également. Mohamed Yunus, pour remonter, c'est quelqu'un qui dit en gros, il y a for profit, hein, for good, et donc for profit, c'est l'entreprise qui vise à maximiser le rendement du capital. For good, c'est une organisation qui cherche à maximiser la production de biens ou d'efficience au service des gens. Et pendant longtemps, ces deux parties-là ont été très séparées. Dans le monde anglo-saxon, on a le business et on a charity. Okay, c'est bien quand on est un entrepreneur qui a réussi de donner 10% de ce qu'on a gagné ou 10% de ce qu'on gagne chaque année à sa charity ou aux charities en général. Et c'est un système qui a de nombreux avantages. Mais ce que dit Mohamed Yunus et ce que va reprendre Jean-Marc Borello dans une version plus récente, c'est qu'il peut exister un modèle d'entreprise qui se donne pour mission d'avoir un impact social positif et néanmoins d'opérer dans le champ de contrainte du capitalisme. Et là, on rentre dans une troisième voie qui est intéressante intellectuellement et qui pose la question finalement du sens à travers la loi Pacte récente en France, mais à travers de multiples
évolutions intellectuelles dans le monde entier, on voit que il y a une partie des entrepreneurs ou une partie des organisations qui choisissent de se donner un objectif qui n'est pas non purement capitaliste, donc pas purement d'améliorer le rendement du capital, mais un objectif d'impact. Eh bien, ce livre de Jean-Marc Borello, il explique comment on peut mélanger l'efficience qu'amène la frugalité du capitalisme, la gestion frugale, et le sens. En cela, je pense que ça peut éveiller chez certaines et certains d'entre vous un questionnement et de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas dans mes projets, des projets qui sont des projets à impact et que j'ai laissé de côté, que j'ai mis dans la catégorie charity, et que je pourrais amener dans ma vie et dans la vie de mes collaborateurs, mes équipes et de toutes les personnes que je peux emmener avec moi autour de ce projet, que je pourrais emmener dans une forme capitaliste. Voilà. Ça, c'est passionnant. Première recommandation. Deuxième recommandation, le livre d'Émile Servan-Schreiber, dont je vous ai déjà parlé, je crois, Super Collectif. Alors, Émile Servan-Schreiber, c'est un scientifique qui a travaillé sur l'idée que la décision de groupe est supérieure à la décision individuelle. Quelque chose qui n'est pas commun, mais en fait, on le sait déjà depuis longtemps. Simplement, ce qu'Émile Servan-Schreiber a fait, c'est qu'il a démontré, par des études rigoureuses, que l'on peut à la fois prendre des gens dont l'intelligence individuelle est inférieure et les mettre dans un groupe et donner à ce groupe une bonne méthode de travail, et que ce groupe battra significativement et à chaque fois une personne d'une intelligence très supérieure. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse, nous les entrepreneurs? Eh bien, c'est parce qu'on n'entreprend pas tout seul, on entreprend avec des collaborateurs, on entreprend avec des parties prenantes, on entreprend avec des gens qui vous accompagnent tout au long de vos journées, vos décisions et vos entreprises. Et donc, savoir faire travailler ensemble une équipe, c'est mettre à la disposition du projet une somme d'intelligence très largement supérieure à ce qu'on utilise d'habitude. Et dans Super Collectif, vous allez pouvoir voir comment Émile Servan-Schreiber montre les bonnes pratiques pour amener vos équipes ou les équipes que vous allez constituer dans le futur à produire de l'intelligence d'une façon très significative. Alors voilà une sorte de vitamine pour vos équipes et pour vos fonctionnements. Troisième livre, alors là, c'est pour les puristes. Donnant, donnant, de Robert Axelrod. Alors c'est un livre dont je parle sans l'avoir lu. Vous allez me dire, merci Patrick, tu pourrais peut-être le lire avant de nous en parler. Donc c'est celui que j'emmène avec moi. Dire. Tout le monde sait que les chroniqueurs te parlent de livres qu'ils n'ont jamais lus. Oui, mais il y a les chroniqueurs honnêtes et les autres. Et donc, pourquoi je pense qu'il faut lire ce livre et pourquoi je l'emmène moi-même cet été avec moi, avec, vous imaginez, beaucoup d'autres, c'est que depuis longtemps, la théorie des jeux nous a montré que dans un certain nombre de situations, vous pouvez et vous devez réfléchir à la façon dont l'autre, la contrepartie, la personne avec laquelle vous négociez, va évoluer et donc impacter votre propre possibilité d'interaction. Donc, vous connaissez tous le dilemme du prisonnier, vous l'avez lu, on en a parlé dans Hors Piste, le premier livre qu'on a écrit. Et simplement, il y a ce monsieur Axelrod qui a repris la théorie des jeux et qui a une théorie lui-même qui est la meilleure méthode, celle qui réussit le plus souvent dans toutes les circonstances, c'est, comme le titre l'indique, donnant-donnant. Autrement dit, c'est assez subtil. Il y a des compétitions, je pense que vous l'ignoriez, mais il y a des compétitions de jeux du prisonnier, dans lesquelles des gens intéressés par cette théorie des jeux viennent avec des algorithmes ou des méthodes pour essayer de gagner au jeu du prisonnier. Et donc, il s'est inscrit avec sa méthode donnant-donnant et il a gagné cette compétition de jeu du prisonnier.
Donc, donnant-donnant, c'est assez simple. Hein, c'est je prends le comportement du tour précédent de l'autre partie et j'applique ce comportement à mon tour. Alors, je vais laisser ça sédimenter un tout petit peu. Hein, ça veut dire, si par exemple, vous avez proposé quelque chose, je vais proposer la même chose. Et progressivement, je vais créer une forme de dynamique, en tout cas c'est la théorie que je comprends de Robert Axelrod, mais j'en parlerai peut-être avec plus de compétences quand je l'aurai lu, complètement, qui va vous permettre de toujours choisir la réciprocité, et en choisissant la réciprocité, d'obtenir un résultat en moyenne supérieur à toute autre stratégie. Alors ça peut être intéressant, parce que dans nos vies d'entrepreneurs, bien entendu, on a mille et une occasions de se projeter en relation avec quelqu'un et de chercher un point d'équilibre par étapes successives. Donc, s'il existait une solution qui soit raisonnablement supérieure, dans la plupart des cas, aux solutions qu'on va utiliser de façon intuitive, hein, ça pourrait être intéressant d'avoir ça dans sa besace. Donc, je résume. Vous avez d'abord quelque chose qui va vous amener à réfléchir au sens que vous allez donner à vos entreprises et à vos projets, et à élargir votre vision du capitalisme vers des sujets comme l'éducation, comme le logement, comme les soins sociaux, qui sont assez naturellement exclus de ce champ capitaliste et qui ne devraient pas forcément l'être. Vous allez mobiliser une intelligence collective pour produire des résultats supérieurs à ce que les personnes les plus intelligentes de votre organisation peuvent produire seules. Et vous allez faire ça avec une stratégie de réciprocité. Alors ça, c'est une façon élégante d'essayer de lier les trois ouvrages. En fait, ils n'ont rien à voir entre eux, sauf peut-être que dans votre esprit, il y a des connexions qui vont s'effectuer. Et donc, je vous rappelle, c'était le sujet d'une des dernières chroniques, que l'été est propice aux réflexions longues, que la lecture est un exercice qui décolle du quotidien au sens où elle oblige votre cerveau à s'abstraire de la situation présente pour aller vers quelque chose qui est théorique, suggéré plus ou moins bien selon la qualité du livre, mais qui est autre que votre présent. Et enfin, parce que beaucoup d'entre nous, d'entre vous peut-être, ont des difficultés à lire, je rappelle que plus on lit, plus c'est facile. C'est-à-dire que toutes les activités humaines, il y a une courbe d'expérience et que vous pouvez améliorer votre capacité à lire. Je voudrais d'ailleurs vous donner un conseil, un truc, une astuce. Si vous essayez de lire ce livre, ou tout autre, de la première page à la dernière page, il est fort probable qu'au bout d'un moment, il y ait un passage qui vous intéresse un peu moins. Donc si vous essayez de vous forcer à continuer, quelque part, c'est douloureux. Donc ce que je vous propose, c'est de lire les livres simultanément. Votre cerveau est ainsi fait que vous pouvez commencer. Ton son est coupé, Patrick. C'est le micro qui s'est arrêté sur l'ordinateur. Ouais. C'est bon ça? Donc, on n'a pas eu ta conclusion. Est-ce que c'est bon là? Oui. Oui. Donc, le moment où tu as Donc, sorti les trois livres, tu as dû appuyer sur la mauvaise touche. absolument. Donc vous pouvez lire 3 pages, 10 pages, jusqu'à ce que votre esprit vous dise assez. Vous posez le premier livre, vous attaquez le deuxième. Et comme votre cerveau est extrêmement bien câblé, l'information petit à petit que vous allez avoir, c'est que même si vous lisez le livre en plusieurs jours ou en plusieurs semaines, par petits bouts, d'accord, l'information est quand même enregistrée, stockée, processée par vos neurones, par votre cerveau, et vous allez faire de nouvelles connexions. D'accord. Donc, ne vous imposez pas de lire le livre de la première à la dernière page. Lisez, que ce soit un plaisir, un chapitre, une page, peu importe. Passez au livre d'à côté dès que vous avez une petite fatigue. Et ainsi, vous allez commencer à tisser entre eux des concepts
que vous ne pouvez pas tisser si vous lisez le livre de A à Z. J'espère vous avoir donné envie. Et je prépare déjà avec délectation la deuxième liste que j'espère vous plaira autant que la première. Merci beaucoup, Patrick. Alors, pendant que tu présentais ta sélection, j'ai demandé aux participants de suggérer des livres de leur côté. Donc, Patrice a été très prolixe puisqu'il en a présenté deux. Donc, un livre de Thomas Geoffrey, Dieu, l'entreprise, Google et moi. Je Tu peux recommande, en parler 30 absolument. secondes, Patrice? Je m'y attendais pas, oui. C'est en écho direct hein, avec le premier des livres proposés par Patrick. C'est intéressant, c'est une réflexion qui mélange l'expérience de Thomas Geoffrey, pro et perso. Fatalement, elle peut gratter certains parce que ça parle de doctrine sociale de l'Église et de Dieu. Peut-être que pour lever les possibles irritations ou les accentuer, c'est un bouquin que Laurent Alexandre, bien connu, pas forcément toujours apprécié, très polémique, c'est un bouquin que Laurent Alexandre a été convaincu, a trouvé dérangeant, questionnant et à ne pas rejeter de premier abord. Voilà, peut-être que j'accentue le rejet du bouquin possible. Et deuxième, c'est directement Axelrod, hein, c'est une Française qui a beaucoup travaillé sur la théorie des jeux et qui voulait que ce soit applicable. Et elle utilise aussi un mot qui gratte. Elle a sorti un bouquin qui s'appelle « La stratégie de la bienveillance » ou « L'intelligence de la coopération ». C'est exactement la théorie des jeux Axelrod. Mais c'est intéressant parce que c'est tout de suite… J'ai pas lu Axelrod, moi non plus, mais c'est facile à mettre en pratique, là où je crains qu'Axelrod soit encore dans la théorie. Vous avez plein de vidéos de Juliette sur Internet qui durent 5 minutes. Vous verrez si vous aimez ou si vous rejetez. Voilà. Merci Patrice, ça c'est très très précieux. Et on va garder cette idée d'interaction entre nous. Donc, si vous avez d'autres livres à proposer, n'hésitez pas, c'est le bon moment. On en profite pour saluer Christophe qui est en train de faire sa moisson dans son tracteur. Salut Christophe. Salut, c'est exact. Je suis sur la route pour le moment. Mais... Ah, en route pour le moisson. Exactement. All right.